Bienvenue à votre rendez-vous économique de la semaine, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Kiosque Eco, votre magazine qui vous permet de vous faire le résumé de l'actualité économique, le résumé de l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Pour ce numéro, nous avons retenu 5 sujets au total. Nous parlerons donc avec vous, bien sûr, de la suspension des activités minières de l'entreprise SEDEM. Quelles en sont les raisons, puisque des questions se posent. Nous allons également parler des 1000 premières tonnes de cobalt artisanal. Oui, quelle perspective pour l'entreprise générale de cobalt. Nous parlerons aussi de cette nouvelle baisse des prix du carburant à la pompe. Quid des avantages? Quels sont les facteurs qui ont influencé cette baisse à la pompe? Avant de finir, nous prendrons un sujet qui nous ramène droit vers la capitale Kinshasa pour parler de l'insalubrité et des embouteillages. Comment y faire face? Et enfin, on va se quitter avec cette lettre ouverte adressée par le journaliste Moirabou Amédée, qui est déjà sur ce plateau, au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en saura plus sur cette lettre. Mesdames, Messieurs, c'est parti, votre magazine Kiosque Eco. Nous allons prendre notre tout premier intervenant, Gardidiana. On va commencer avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Très bien. Alors, on va plutôt vous amener vers les détails qui tournent autour de cette suspension. J'imagine que vous avez entendu parler de la suspension pour 3 mois des activités de l'entreprise minière SEDEM. Oui. Qu'est-ce qui motive cette suspension? Est-ce que c'est le moment, avec notamment les grandes attentes du gouvernement, on a besoin de maximiser les recettes, on a besoin de ces entreprises pour voilà, faire autant d'argent. Est-ce que c'était propice, cette suspension? Vous parlez du souci de pouvoir mobiliser plus, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la RDC est dans une dynamique de pouvoir assainir le secteur minier. Il ne faudra pas oublier qu'aujourd'hui, la grande stratégie, notamment sur la gestion de la crise de l'Est, se repose sur le big deal avec les États-Unis. Et je crois que dans cette dynamique-là, l'État congolais s'est donné la possibilité de sanctionner tout manquement aux normes. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a une bible du secteur minier, c'est le code minier. Et si jamais une société ne s'est pas respectée, on parle des pollutions, avec la mauvaise gestion des déchets sur les normes environnementales. On parle également de quelques violations du cadre. On parle, si j'ai bonne mémoire, de la disposition 568 du code minier et d'autres. Pour moi, je crois que l'État gendarme a l'obligation de pouvoir remettre de l'ordre à ces niveaux-là, parce que, c'est comme j'ai dit, le secteur minier, certes, est un secteur porteur et producteur de ressources de l'État, mais dans la dynamique où on veut aller, il est essentiel de pouvoir remettre les choses sur le rail, parce que la léthargie... Nous connaissons quand même ces entreprises qui polluent également, qui sont dans ce qui est reproché à SEDEM. Mais l'État n'a jamais frappé pour autant. Je m'en vais déjà retourner la question vers vous. Je sais que moi, de donner Bwana Ali, je vais faire un mélange de noms. monstrueux. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait en dessous, comme dessous des cartes? Qu'est-ce qui ne s'est dit pas? Merci pour votre pertinente question. Mais avant de vous répondre, permettez-moi d'abord d'expliquer à nos téléspectateurs que SEDEM... c'est un acronyme qui veut tout simplement dire Congo Dongfang Mining. C'est une jointe venture créée entre la Générale des carrières et mines, GECAMINE, et une société chinoise au nom de UIU. Et l'actionnariat prévoit 75% d'actions pour UIU et 25% pour la GECAMINE. Cette jointe venture a été créée en 2006, mais malheureusement, elle a obtenu son permis d'exploitation numéro, si je ne me trompe pas, 547 en 2015. Depuis 2015, donc ça fait 10 ans que cette entreprise est en exploitation dans la province du Haut-Katanga, plus précisément sur la route Likasi, quartier Joli Site, là où il y a eu l'incident malheureux. L'entreprise est spécialisée dans l'extraction, le traitement du cuivre et du cobalt. Comme dans votre émission, nous aimons souvent les chiffres. En 2024, selon les statistiques des services de l'État,
SEDEM a produit 59 000 tonnes de cuivre et 555 tonnes de cobalt. Maintenant, nous voici arrivés en 2025. Malheureusement, SEDEM, comme toutes les autres joint ventures, en majorité, je voulais dire des capitales, hein, dont les capitaux sont majoritairement chinois, ces joint ventures ou ces sociétés ne respectent pas les codes miniers, considérés comme la Bible du secteur, y compris les règlements miniers et autres mesures d'exécution, d'encadrement du secteur. C'est ce qui est arrivé à cette société. Mais malheureusement, cette société contribue aussi au budget de l'État. Elle paye ses impôts et taxes. Mais, selon nos lois, les droits de l'environnement priment sur les droits miniers. Parce qu'il en va de l'intérêt, de la survie, même des communautés, de nous-mêmes en tant que nation, si on doit mettre l'économique, c'est-à-dire le pécunia, l'intérêt financier avant la protection de l'environnement. Mais j'ai apprécié la mesure prise par les ministres des tutelles, Louis Watoum, en sanctionnant... Une mesure qui est d'ailleurs remise en cause. En sanctionnant, ce n'est pas mis en cause parce qu'il fonde sa décision. Ça n'a pas été réfléchi, il fallait prendre du temps pour analyser les dossiers. Est-ce que ça a été le cas? Attention, Gichungu. Est-ce que ça a été le cas? Je paraphrase ce qui est en train Les rivières ont été polluées à Lubumbashi. Il y a l'écosystème qui a subi un coup dur. Il y a des images sur les réseaux sociaux, des poissons contaminés par de l'acide, par les rejets industriels, parce que c'est le bassin qui a cédé. C'est la plus grande pollution. Ce n'est pas la plus grande pollution. D'ailleurs, je vous informe que durant la semaine, on a connu deux grandes pollutions. Il y a eu une pollution au Congo central, le lundi de la même semaine. Et cette entreprise nommée Bethel a été sanctionnée. Le gouvernement a fermé cette entreprise. Et 5 jours après, on a eu SEDEM. Très bien. Alors, moi, je pense que c'est un exemple qui va dissuader. Mais l'ampleur est plus grande. Je pense que ça va dissuader les autres entreprises à respecter les codes miniers, les règlements miniers et aussi tous les textes régissant le secteur de l'environnement. Oui. Alors, Amédée Moirabou, que diriez-vous à ceux qui pensent que le ministre est allé trop vite en besogne? Compte tenu du pourcentage qui revient à la GECAMIN, qui représente l'État, il fallait quand même réfléchir par 2 fois avant d'y aller directement avec une sanction. Non, plutôt, moi, je salue la réactivité du ministre des Mines qui, une fois informé de cette pollution, est descendu à Lubumbashi. J'ai vu les reportages qui a été fait par rapport à ça. Il a, en sanctionnant cette entreprise SEDEM, en fait, il a été trouvé. Imaginez-vous que tout le monde convient que cette entreprise-là n'a pas respecté la norme à ce qui concerne la protection ou bien la gestion des rejets industriels. Ça, c'est très grave. Quand une entreprise, et Bonal vient de le dire, la plupart de ces entreprises-là ne respectent pas les normes environnementales. Or, ils manipulent des produits chimiques qui sont très dangereux pour les populations. Donc, il fallait sanctionner, il fallait avoir cette attitude de fermeté en sanctionnant l'entreprise par cette suspension de 3 mois. Il y a une commission mixte qui est en train de travailler pour voir dans quelle mesure l'entreprise doit payer ce qu'il doit payer, parce qu'il y a des personnes qui ont été contaminées, il y a l'environnement qui a été contaminé, donc il doit payer selon le règlement minier. Et puis, on va voir d'ici 3 mois si on peut lui accorder à cette entreprise la possibilité de continuer à fonctionner. Certaines personnes parlent d'une sanction trompe-l'œil au regard des dégâts causés. 3 mois, ça ne représente rien. Il fallait carrément fermer définitivement la société. Votre réaction, Amédée Moirabou? On ne peut pas. On peut confirmer définitivement. Vraiment. Il faut penser à des centaines de travailleurs qui sont là, qui sont dans cette entreprise. Ce sont des Congolais. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut corriger. Il faut corriger, mais surtout, je pense, parce que le ministère des Mines a
toutes les structures de surveillance. Ici, il s'agit d'un problème d'abord de déficit de surveillance. Puisque si on est arrivé jusqu'à polluer l'environnement immédiat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'a pas eu les structures qui devaient sonner l'alerte, ne l'ont pas fait. Donc il y a un déficit de surveillance qu'il faudra améliorer, renforcer, de manière qu'on ne puisse pas continuer à compter les dégâts environnementaux. Votre dernier détail réveille au moins une question qui annonce d'ailleurs M. Takizala qui vient d'arriver. Il a fait de son mieux pour être là, bien qu'à temps. On salue la présence. Bienvenue. Je vous remercie. Alors, Amédée Oumarabou parle d'un déficit de surveillance. Pensez-vous qu'il serait possible d'arrêter cette hémorragie en amont sans pour autant déboucher sur ce genre de dégâts? Oui, normalement, vous savez, au niveau étatique, la République démocratique du Congo, c'est une nation. Quand on parle du secteur minier, il y a plusieurs acteurs qui prennent en charge ces questions de l'environnement, y compris le gouvernement central et le gouvernement provincial. Même nos chefferies, vous savez qu'ils ont des droits, là où les sociétés minières exercent. Je pense que ce type de choses, ça peut arriver dans les exploitations minières, mais logiquement, et chaque acteur qui est partie prenante doit jouer son rôle. Très bien. Gardidiana, vous étiez en train de faire un commentaire sur la fermeture de l'entreprise. Oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu extrême. On veut une chose et son contraire. Certains estiment qu'il fallait fermer définitivement, mais la grande question, c'est qu'il faut protéger l'emploi qui est en interne, quoique, selon le rapport, la plupart des agents de cette société ne sont pas traités comme il se doit. Ça, c'est une vérité de fait, mais il faut penser également à ça. Moi, le grand travail, je pense, c'est que c'est... Vous parlez de la léthargie, je me pose la question de la police de mine. Qu'est-ce qu'elle fait? L'Agence congolaise de l'environnement. L'Agence congolaise de l'environnement, qu'est-ce qu'elle fait? Mais j'ai eu une partie. Et donc on peut remonter. Non, j'ai une partie de la réponse. J'ai une partie de la réponse. Ouais. La difficulté aujourd'hui, c'est que dans la plupart des sociétés, à majorité, capitaux, à majorité chinois, la difficulté, c'est que même le service de contrôle n'ont pas accès au site. Il est déjà arrivé ici, je me rappelle, à un moment donné, que des officiels n'ont pas eu accès à un site vers la partie est. Qu'est-ce qui justifie cela? La faiblesse du gouvernement. Justement. Un conseiller de la présidence. Le laxisme du ministère des Mines. Non, comment expliquer cela? Ce que je dis, c'est que quand les politiques... Ils font la loi. Quand les politiques se mettent à la solde des miniers, c'est ce qui arrive. Et c'est là où la mesure du ministre a tout son sens, dans le sens que l'État doit reprendre la main. Il faudra qu'à un moment donné, qu'on mette fin à la léthargie à ces niveaux-là. Et je pense encore une fois de plus, pour un État comme la RDC, qui aujourd'hui est en phase de pouvoir passer à une nouvelle synergie, ce secteur-là mérite d'être assaini. Ça fait quand même plusieurs années qu'on cite les entreprises chinoises comme récidivistes et en même temps un peu hors la loi. Oui, il n'y a pas que dans le secteur minier. Vous verrez que dans différents secteurs où il y a l'investissement chinois, il y a un sérieux problème de respect des normes. Chinois, bon, en fait, non, particulièrement, en grande partie. Ici aussi à Kinshasa, je sais qu'il y a certaines communautés, par exemple dans la grande distribution, où les inspecteurs du ministère de l'économie ne peuvent pas mettre leurs pattes. Non, le problème n'est pas ça. On reste factuel sur le secteur minier. Si on veut parler, c'est juste une brèche que j'ai ouverte sur la plupart des secteurs, mais on était sur la question chinoise. C'est d'où l'importance des faits de développer la concurrence sectorielle. En grande partie, je crois que c'est aussi, en fait, il me met la puce à l'oreille, je crois que c'est aussi le monopole qu'ils avaient sur le secteur leur permettait de faire un peu n'importe quoi parce qu'ils savaient qu'ils tenaient un peu l'économie entre les mains. Et je crois que pour un État qui veut aller vers la diversification, assainir le secteur minier est un élément essentiel. Et c'est là où la mesure du ministre prend tout son sens. Et je crois qu'avec le temps, cette société sera obligée de se remettre sur le rail et de faire les choses assainir le surtout, surtout payer les amendes. Très bien. Alors, vous allez vous partager la question. Oui. Vous allez rebondir pour donner votre précision. Assainir le secteur minier, comme le dit Gardidiana, ça englobe un peu tout. Qu'est-ce qui doit être fait exactement pour pallier le problème? Solution pérenne. Bon, restons dans le secteur de l'environnement. Je voulais dire, il y a certains opérateurs miniers, malheureusement, ils sont majoritaires, qui pensent que, comme le secteur minier, c'est un secteur porteur de croissance à la République démocratique du Congo, c'est un secteur où l'État congolais, pour ne pas dire le trésor public, tire les gros... Porteur de ressources, mais pas de croissance. Où l'État congolais, je vous ai compris, un secteur où l'État congolais tire les gros de ses recettes, c'est-à-dire ils ont les visas, les faits verts pour polluer l'environnement. Or,
ça ne doit pas être comme ça. Notre secteur minier doit être aussi respectueux de l'environnement. Pour ne pas faire aussi de la fixation sur les entreprises chinoises, moi je pense qu'il faut élargir les problèmes à l'ensemble de notre économie. Soyons du côté de la Pourquoi solution. je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Qu'est-ce qui doit être fait? Vous avez à Kinshasa, il y a aussi certaines sociétés brassicoles et qui produisent des boissons gazeuses qui polluent. Vous passez souvent sur l'avenue Poiloux, est devenu le boulevard, rebaptisé le boulevard Congo-Japon. Pourquoi vous fermez les nez? Quand vous arrivez quelque part, c'est l'avenue Poiloux, derrière Gombe, ici à la frontière. Pourquoi vous fermez les nez? C'est parce qu'il y a aussi ces entreprises industrielles situées dans cette partie-là de la commune de Limete qui polluent l'environnement, ils polluent l'air, ils polluent les nappes aquifères, ils polluent nos rivières. Et rien n'est fait. Rien n'est fait par les services compétents du ministère de l'Environnement. Moi, je crois que... Mais la pollution de l'air que nous respirons... On est resté pendant longtemps avec une économie en situation de monopole. Ça, c'est déjà un vrai problème. La concurrence doit se faire entre les acteurs. Quand vous prenez dans le secteur minier, aujourd'hui, les sociétés à capitaux locaux sont faibles. Il n'y en a pas assez. Même la générale des carrières de mines, qui était le leader, il est plus leader. Ça, c'est déjà un des éléments. Mais quand les investisseurs aussi arrivent dans notre pays, nous devons avoir ce qu'on appelle porte d'entrée, à part de la partie institutionnelle, mais une porte d'entrée professionnelle. La chambre des mines, par exemple, où les gens, quand ils arrivent pour investir, pour comprendre que la réglementation en matière environnementale ou salariale, ça dit quoi? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de passe-droits en République démocratique du Congo. 3/4 d'investisseurs, des capitaux étrangers, quand ils arrivent, directement, ils ont une porte d'entrée institutionnelle, politique, pour ne pas fixer du point de vue global. Ça, c'est déjà un vrai problème. Mon frère disait que ça génère beaucoup de ressources, ça génère plus comme avant, parce que dans les années 80, la GECAMINE était leader, ça générait encore plus. Et puis moi, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des miettes que nous récupérons, mais il faut faire de sorte que dans ce secteur, nous puissions avoir quand même des entreprises, des capitaux congolaises qui vont faire concurrence à ces acteurs venant d'ailleurs. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses en termes salariales, cette en termes concurrence d'innovation. peut ramener au respect de la loi. Oui, et ça même peut aux normes. réguler beaucoup de choses. Et puis la fermeté, parce qu'une entreprise qui pêche, il faut des sanctions. Il faut que ces sanctions aussi rentrent dans le trésor public. Parce que 3/4 du temps, les sanctions que nous faisons payer aux entreprises du secteur privé, 3/4, ça ne rentre pas dans le trésor public. Ce sont les acteurs qui représentent le trésor public qui récupèrent encore la manne. Et ça, pendant ce temps, ces acteurs comprennent que ça ne vaut pas le coup. Quoi qu'il en soit, je pense que les secteurs miniers, étant les poumons économiques de l'économie en République démocratique du Congo, c'est devenu un vrai mot. Ce n'est plus une réalité. Non, c'est toujours le cas. C'est encore toujours le cas. Et le secteur minier contribue à plus de 50% au PIB de la République démocratique du Congo. L'appel à la diversification. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que, étant donné que c'est les poumons économiques de notre pays, nous devons, les services publics habilités devaient avoir une surveillance tous azimuts sur ce secteur. D'abord, pour savoir, pour maximiser toutes les recettes que nous devons tirer de ce secteur-là, mais aussi sur les questions environnementales comme ceci, il devait y avoir toutes les structures qui sont habilitées à surveiller, à garder un œil sur ces entreprises. Ils devaient, chaque année, je sais pas moi, chaque semestre, nous faire des rapports sur la surveillance par rapport aux questions environnementales. Donc, s'il y a léthargie, ça ne s'explique pas, étant donné que c'est les mines qui font l'économie de la RDC. Très bien, alors dans sa grande partie. On va prendre notre deuxième thématique qui est considérée comme une bonne nouvelle, selon certains qui nous ont écrit d'ailleurs ce matin, puisqu'on parle d'une production artisanale du cobalt, 1000 premières tonnes. Moi, j'aimerais d'abord, avant tout, Bonali, vous puissiez nous faire une sorte d'autopsie de l'entreprise générale du cobalt aujourd'hui. Avant de parler de 1000 tonnes, est-ce que cette entreprise se retrouve dans les bonnes conditions? Je vais dire non. Je ne mentirai pas. Et je sais... je sais... Oh. Non, je ne dirai pas des choses pour... Et donc, elle pouvait faire plus. Cette entreprise parce que dans cet état, elle produit 1000 tonnes. Je vais d'abord planter les décors. Oui, allez-y. L'EGC veut tout simplement dire entreprise générale du cobalt. Oui. C'est l'une des filiales créée récemment
et par la GECAMIN, la Générale des Carrières et des Mines, la société aussi 100% capitaux publics congolais. On a créé les GC, on a créé la RESCOM. Et les GC, 100% congolaises aussi. 100%, ce sont des filiales de la GECAMIN. L'idée est partie du constat selon lesquels, par exemple, en ce qui concerne la production du cobalt, vous avez 30% de cette production qui provient du secteur artisanal. Et pourtant, selon de nombreux rapports, Centre Carter et autres, on reproche souvent à la production minière congolaise, surtout la filière kyprocobaltifère, de mettre sur les marchés une quantité, pas toute la quantité, une quantité importante et suffisante qui proviennent parfois des zones rouges, parfois de l'artisanat minier, ou dans ce secteur, il est souvent interdit l'employabilité des femmes enceintes, des enfants mineurs. Et voilà. Maintenant, pour débarrasser ce secteur-là artisanal, parce que nos lois, contrairement à ce que d'aucuns le disent, notre code minier reconnaît la coexistence des deux secteurs. Il y a les secteurs industriels et puis vous avez le secteur artisanal. Mais souvent, le secteur artisanal pose des sérieux problèmes ou crée des problèmes. Est-ce que le code minier a réussi à réglementer aussi le secteur artisanal? Oui, en créant ces structures, il y a des lois précises. Le législateur a tout simplement voulu canaliser cette production-là vers les circuits officiels. Le GC est là pour racheter cette production artisanale et les transformer sur place. Et lorsque nous aurons des chaînes de valeur, afin de produire des produits finis, ou soit les vendre sur les marchés internationaux. Mais malheureusement, 1000 tonnes, assez pour vous? Je vais arriver là-bas. Mais malheureusement, depuis sa création, ça fait plusieurs années que l'EGC n'a pas vraiment fonctionné. Elle a connu des problèmes structuraux fonctionnels, les problèmes en termes de recrutement de son personnel, son déploiement sur le terrain, et les moyens pour fonctionner. Et depuis sa création jusqu'à un passé récent, je dis il y a 5 ans, 6 ans, jusqu'à un passé récent, les gestions n'existaient qu'à Kinshasa, c'était une bureaucratie. Mais maintenant, avec le management du directeur général, je ne fais pas sa publicité, Eric Kalala, on voit des choses bouger, et jusqu'à arriver à la production des premières 1000 tonnes de cobalt. Déjà, il faut saluer ça. Ça va venir, ça va continuer à monter, mais de la production artisanale. Oui. Pour quelle période? Pour la période... Je n'ai pas encore des statistiques. Je crois que c'est le dernier trimestre 2016. D'accord. Alors, moi, je vais plutôt remonter sur cette table. En tout cas, on doit faire ce ping-pong, récupérer également ce que disent les gens à la cité. Un malade qui engendre un malade, est-ce que l'on peut s'attendre plutôt à un bon résultat? La GECAMIN qui est déjà considérée malade, et puis à l'entreprise générale des cobalts qui vient, avec des problèmes, est-ce que l'on peut s'attendre à quelque chose de sérieux? J'ai envie de dire comme Mbosso, quitter les groupes armés. Mais bon, la vérité c'est que quand Bonali parle de la générale de cobalt, les gens voient généralement la société, mais il y a une pile de mesures à côté qu'on n'a pas vues. Par exemple, si vous allez vérifier sur le 1000 tonnes, vous verrez que la grande partie vient du centre des négoces créé, la toute première, à Kolwezi, par le gouvernement provincial. La difficulté autrefois, c'était justement l'accès au marché. Et l'avantage, c'est que quand on leur permet d'avoir un espace de change, un marché cohérent, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut facilement certifier pour éviter de retomber dans ce qu'on disait parfois, des matières qui provenaient des zones rouges, sans vérifier la traçabilité des exploitations parfois peu orthodoxes, parce que dans la même province, il y a de ceux qui intègrent les sites des autres sociétés pour aller piller et venir le reverser dans le marché au niveau artisanal. Donc il y a quand même un certain contrôle, une certaine organisation à minima qui a été mise en place pour pouvoir faciliter ce travail-là. Mais je suis d'accord avec Dieudonné, on peut faire mieux. Les conditions n'ont pas suivi. Parce que, pour moi, la plus grande difficulté, c'est bien de créer un centre de négoce pour l'exploitation artisanale, mais la difficulté, quel est l'encadrement sur le plan logistique?
Le cobalt est une matière stratégique. S'ils doivent le faire avec des instruments rudimentaires, on ne peut pas s'attendre à une production cohérente. Je crois que ça, déjà, c'est une prouesse à la limite, mais je crois que c'est aussi une puce à l'oreille pour l'État de pouvoir avoir... On peut encore compter plus sur le secteur artisanat, surtout que c'est un secteur qu'on peut facilement contrôler. On peut nous-mêmes établir une chaîne de valeur, si pas transformée ici, mais on aura une chaîne de valeur contrôlée à 100% par la RDC. Il y a lieu de pouvoir réfléchir différemment et voir comment encadrer et accompagner suffisamment ce secteur-là. Alors, amis des Montrabou, 1000 tonnes, on s'en réjouit, on s'en bombe le torse. La République démocratique du Congo, on a senti que même dans la presse, on en parle à la une. Est-ce que l'on peut déjà espérer, je vous projette dans une sorte de perspective, la stabilité de la Générale du Cobalt, mais aussi quels sont les défis dont elle fera face pour atteindre cette stabilité? La stabilité, de quel point de vue? On parle de la production, on parle de retour de conditions notamment, parce qu'on a déploré ici les conditions de la société d'entreprise. Bon, d'abord, 1000 tonnes, il faut savoir qu'en 2024, nous avons produit jusqu'à 194 000 tonnes de cobalt. Donc, quand on parle de 1000 tonnes, on est encore à moins de 1%, à 0,5%. Nous avons produit. Oui, nous avons produit. Quelle entreprise exactement? C'est l'industrie minière, c'est l'industrie minière, la production nationale. Et dans cette production nationale, en principe... 1000 tonnes, ça représente quelque chose. C'est moins d'1%. C'est pour te dire que... C'est insignifiant. C'est 1900 tonnes. C'est une quantité encore insignifiante. Par rapport aux 30% qui représentent les secteurs. Exactement. Alors, j'ai répondu sur ce que Gardi Diana disait par rapport à l'ECG. On peut produire plus. Au fait, aujourd'hui, le premier enjeu qui a poussé à la création de l'ECG, c'est d'abord rendre notre exploitation du cobalt éthique. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de dérapages dans l'exploitation artisanale. Alors, on voulait un peu encadrer tous ces artisanaux en leur donnant les moyens qu'il faut pour qu'ils parviennent quand même à produire un cobalt éthique qui puisse nous permettre de le vendre sur le marché international. Alors, aujourd'hui, le plus grand défi qui se pose à l'ECG, c'est de permettre justement à doter ces Congolais, parce qu'ils sont tous Congolais, ces artisanaux-là, ces miniers artisanaux, ils sont tous Congolais, de leur doter des moyens logistiques, de manière à ce qu'ils peuvent... c'est mieux même à une exploitation semi-industrielle. C'est-à-dire que ECG devait acquérir de matériel pour permettre à ces Congolais de produire encore plus et de manière optimale pour rendre éthique notre cobalt sur le plan international. Parce que là-dessus, on était vraiment attaqué par les organisations, les ONG internationales. Donc, très bien. Alors, Takizala. Moi, je crois que le secteur artisanal a un vrai problème. D'abord, le problème de la logistique, qui est très, très important. Ça a été dit. Et de l'encadrement, parce que c'est là 2 ans, j'étais contacté par des acheteurs étrangers pour cobalt. Et on a eu de sérieux problèmes pour acheter, qui pouvaient nous vendre le cobalt à l'Empire démocratique du Congo. Et quand je suis rentré en contact avec des artisanaux, tantôt, ils n'avaient même pas ce que nous on cherchait comme cargaison. Donc, c'est ça le vrai problème. Et le problème, c'était le problème logistique et le financement. Mais là-dedans, il faut s'appuyer par des coopératives, parce qu'ils ont créé des coopératives, surtout des coopératives que l'État peut essayer un peu d'encadrer ces miniers artisanaux, parce que 3/4, ce sont les autochtones dans les milieux ruraux qui exploitent, manquent de débouchés salariales. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, pour ne pas frustrer les entreprises structurelles, parce que c'est un secteur économique, nous devons respecter aussi ceux qui investissent des énormes moyens financiers en République démocratique du Congo. Sinon, la plupart des opérateurs seront frustrés en disant bon, aujourd'hui, c'est ces artisanaux qui récupèrent, nous les industriels, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut vraiment regarder le secteur. Avec la production de ces 1000 tonnes, est-ce que l'on peut déjà donner de la chance vu la Générale de Cobalt? Vu le norme et potentialité qui est dans les artisanaux, je crois que c'est infime, mais il faut maintenant s'appuyer avec ces pour les capacités. Voilà. Oui, il faut ajouter ceci. Vous savez qu'il y a quelques mois, le cadastre minier a récupéré plus de 31 000 kilomètres carrés de périmètres miniers. À travers le pays.
Et l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte, en tout cas pour les creuseurs artisanaux, de les doter des gisements, en fait. Parce que vous savez, souvent, ils sont toujours à couteau tiré avec les industriels. Parce que certains, malheureusement, ils s'introduisent dans les périmètres miniers des entreprises industrielles et ça pose... Il y a un problème de foncier là-dedans. Il revient à l'État congolais et notamment à faire avec les artisanaux ne serait pas un manque à gagner pour l'État? Non, pas du tout. Par rapport aux industries. Par rapport aux industries. Dans le contexte actuel, peut-être parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir exploiter la plupart des espaces qu'on a. C'est pourquoi il faut penser à outiller ces gens pour répondre aux vrais besoins. Donc, non seulement outiller, mais aussi acquérir de nouvelles mines et accorder à l'exploitation artisanale pour permettre à ce que ces acteurs artisanaux puissent exploiter en maintenant pour répondre à l'inquiétude des Chungu, parce qu'ils parlent trop de 1000, c'est suffisant, c'est insuffisant. Je voulais vous apaiser en vous disant qu'en 2023, les prix d'une tonne de cobalt sur les marchés internationaux avaient frôlé les 100 000 $ américains. Une tonne? Oui, oui. Et donc, jusqu'à baisser... On est à plus de 1 milliard. Jusqu'à baisser en dessous des 30 000. Nous sommes arrivés jusqu'à 20 000, 22 000. C'est ce qui avait poussé le gouvernement congolais, via les GC, à décréter le système des quotas attribués aux grands producteurs, avec la RESCOM, EGC et les autres services de l'État. Et cette politique gouvernementale aujourd'hui a porté des fruits. Aujourd'hui, le prix de la tonne de cobalt se situe autour de 52 000 $. Comme vous vous inquiétez de 1000 tonnes, vous savez que c'est fait. On pose des questions. On pose des questions. Non, on fait appel à la calculette. Quand vous faites 52 000 fois 1000, vous avez 52 millions de $. Que le secteur artisanal va vendre. On peut donner encore via les Très bien. Alors, c'est beaucoup d'argent. Et aussi, autre chose, si on veut canaliser cette production, c'est pour nous éviter ceci. La RDC veut contrôler, a créé une sorte en interne d'OPEP, du cobalt. Maintenant, vous avez un secteur artisanal qui vous échappe, dont la production arrive parfois sur les marchés internationaux. Comment vous allez contrôler ces prix-là? Et surtout que notre budget dépend du secteur minier. Très bien. Voilà l'intérêt. On vous sent de plein dans la chose. Voilà. Pas que ça, j'ai dû donner. Il y a aussi l'aspect social. Parce que quand vous regardez, le PCR des Congolais autochtones qui ont accès dans cette partie artisanale est énorme. Et là, donc je crois qu'il faut maintenant organiser pour que ça ne soit pas une concurrence déloyale aux entreprises. Ma question, elle annonce notre troisième thématique qui nous parle des retombées positives de l'appréciation du franc congolais, on doit le dire ainsi. Je parle ici de ce communiqué qui annonce la baisse des prix du carburant à la pompe. Alors, Tatizala, par moments, on vous sent très radical lorsqu'on parle de prouesse du gouvernement. J'aimerais vous donner la parole en premier. Je vous donne la parole. Nous sommes dans une chaîne économique. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette baisse de prix à la pompe? C'est pas pour rien que la chaîne s'appelle Zoom, focus sur l'économie. Ça veut dire l'économie, c'est la rationalité des choses, c'est les résultats. Il faut avoir des chiffres en face. Vous devez savoir qu'en matière de prix, ça ne dépend pas uniquement dans la politique monétaire. Donc, ça, il faut que les gens essaient un peu d'interroger tant et puis en quartier du Congo. La logique des prix, c'est aussi la concurrence du secteur. Aujourd'hui, vous devez savoir que l'informel est supérieur au formel en démocratie du Congo. C'est là déjà la spéculation est parmi les règles en démocratie du Congo. Et il faut faire de sorte que nous puissions augmenter la consommation structurelle. Revenons sur la... C'est ça, je vous réponds à ce que vous demandez. Donc, nous devons faire de sorte que nous puissions augmenter la consommation structurelle. Parce que 3/4 de cette consommation en République démocratique du Congo est beaucoup plus, comme c'est le premier sujet qu'on vient d'épingler ici, des artisanaux. Et cela fait qu'on ne peut pas réguler le prix en République démocratique du Congo. Et il ne faut pas ignorer que la production aussi joue. Non, mais il y a une structure de prix qui... Oui, cette structure de prix, le structurel est faible en démocratie du Congo, cher journaliste. Vous devez savoir ça. Ça veut dire que le prix en démocratie du Congo... oui, ici on parle du prix du carburant à la pompe. Le carburant qui s'est apprécié. Oui, mais le carburant, parce que le gouvernement
et collabore avec le structurel. Maintenant, vous voulez que pourquoi le carburant descend, mais les autres objets de consommation, on n'arrive pas à voir... La question n'est pas à ce niveau, Voilà. Takizala. Je vais la reposer autrement. Je vais vous la reposer autrement. Je savais, c'est fait exprès, je savais. Alors, je reformule ma Il n'y a question. pas de problème. Nous avons reçu, en tout cas fraîchement, ces communiqués qui annoncent Oui, la baisse du prix du carburant à la pompe. oui. Bonne ou mauvaise chose? C'est des gens, quelque chose, nous devons accepter que c'est logique, parce que le carburant, l'État subventionne. Qu'est-ce qui motive cette baisse? Qu'est-ce qui motive cette baisse? Oui. Parce que logiquement, l'État, en ce moment, il en a besoin que l'économie revienne. Ok. Amédée Morabou, qu'est-ce que Takizala ne sait pas dire? Qu'est-ce que Takizala ne sait pas dire? Oui, et donc, Ouais. selon les communiqués du ministère de l'économie, donc les litres d'essence revient maintenant à 2440 les litres, notamment dans la zone ouest comme à Kinshasa. En fait, ici, il s'agit juste d'aligner le prix du carburant selon l'appréciation du franc congolais et la dépréciation du dollar américain. Donc aujourd'hui, nous avons les Facteur dollars... principal, c'est Voilà. cette appréciation. Oui, c'est l'appréciation du franc congolais et la dépréciation du dollar américain. Ok. Et chaque fois quand on parle de l'appréciation du franc congolais, et il faut parler de la dépréciation du dollar. Donc les prix en franc congolais devraient s'aligner au taux, à la parité franc congolais dollar sur le marché d'échange. Donc c'est pourquoi on a aligné, on a encore baissé les prix pour aligner. En fait, c'est pour avoir la vérité de prix, quoi. Parce que, vous voyez, quand on avait le litre d'essence à 2990, les dollars étaient à 2850 pour $1 américain. Aujourd'hui, les francs congolais est à 2200 environ pour $1 américain. Et donc, c'est comme ça, on a ajusté. Je crois que c'est ça la principale raison. Il y a quand même une impatience au niveau de la population, Gardidiana. Si vous dites ça, si vous dites qu'ils ont ajusté par rapport au dollar, cher Guy, pardon. J'aurais bien voulu vous donner la parole. On n'arrive pas à ajuster. On est encore le Takizala, c'est la question que je pose à Gardidiana. Sinon, je vous concède mon espace. Alors, je parlais d'inquiétude et même de... voilà, le mot est parti, ça reviendra. Cette impatience, voilà, il est arrivé enfin de la population qui constate à 2 reprises la baisse du prix du carburant. Ça fera 2 fois à la pompe, mais le prix de transport jusque-là n'a pas bougé et même certains autres produits liés à cette baisse, notamment, qui doivent être impactés. Qu'est-ce qui justifie cela? Gardidiana. Je vais aller sur ce qui justifie, mais je pense encore une fois de plus ce qui se passe dans le secteur pétrolier et la preuve que lorsqu'on a le contrôle sur l'économie, on peut facilement gérer, ajuster et intervenir comme il se doit. Et je crois qu'encore une fois de plus, on est dans un secteur où il faut reconnaître une chose. On parlait souvent de manque. Quand Amédée parle d'appliquer le prix réel, aujourd'hui la RDC peut se permettre d'appliquer le prix réel parce que, encore une fois de plus, on est allé sur cette approche-là, d'établir un équilibre entre le rapport. Il ne faut pas oublier, sur le plateau, c'était des histoires du genre « Nazaki n'a $10, Nanga, et Nazoza autant ». C'est juste pour répondre à ces genres de solutions-là. Parce que c'est l'un des secteurs les plus structurés aujourd'hui, l'État peut facilement intervenir. Sur la question de transport, il y a une difficulté. Le prix du transport, il y a une grille au niveau de l'hôtel de ville. Mais la difficulté, encore une fois de plus, c'est un peu comme dans différents secteurs, le contrôle. Loin du contrôle, et moi je pense aussi qu'au-delà du contrôle, il y a cette absence d'interaction entre les opérateurs et l'État congolais. Parce que l'État congolais garde ses prix et veut rester rigide, mais quand vous êtes opérateur dans le secteur de transport, avec la difficulté de route, les embouteillages à répétition, vous verrez que la plupart de ces opérateurs, certains travaillent à perte. Il y a lieu de pouvoir régulièrement être en interactivité pour pouvoir ajuster des prix tout en tenant compte de la réalité de terrain et du besoin des uns et des autres. Garder l'équilibre. Il faut toujours garder l'équilibre. Je crois qu'une fois de plus, l'actuel ministre de Transport provincial, parce que je vais arriver à ces niveaux-là, au niveau national, le problème de transport n'est pas le même partout. À Lubumbashi, vous n'avez pas de difficultés pour le transport. Le booking, depuis toujours, c'est $10, c'est $10. Je connais, ça fait une stabilité depuis une décennie, je fréquente cette ville-là. Le booking, c'est à $10 l'heure, ça ne change pas.
Et donc, on est dans une ville où, avec les difficultés en termes d'infrastructure, fait que généralement, il y a une disparité. On ne parle pas le même langage entre l'État et les opérateurs. Je crois que pour moi, c'est l'une des raisons qui justifie... La fluidité du trafic. Oui, pour moi, c'est l'une des raisons qui justifie la résistance des opérateurs face aux oscillations, encore aux fluctuations des autres agrégats au niveau économique, notamment la gestion du prix de carburant. Mais encore une fois de plus, il faudra qu'il y ait un travail de fond qui soit fait pour que finalement on aligne. Mais au-delà de ça, je dirais à Kinshasa, il y a beaucoup d'autres facteurs. Dès lors qu'il n'y a pas de contrôle, dès lors qu'aujourd'hui, avec cette forme de spéculation qui gagne le secteur de transport, ce souci de vouloir gagner, si l'État congolais n'a pas la possibilité de gérer en interne, la preuve, la société de l'État elle-même est en faillite parce qu'on veut appliquer de prix, j'ai envie de dire, cosmétiques. Quel est le sort de Transco aujourd'hui? Très bien. Alors, en économie, il faut être réaliste. C'est-à-dire, en économie, il ne faut pas aller dans les systèmes, dans le mascara. Aujourd'hui, Transco est en difficulté parce qu'on veut lui imposer un prix social, mais en réalité, le terrain prouve à suffisance qu'il faut des ajustements. Et c'est ce qui risque de déranger un peu à la réalité sociale. Est-ce qu'avec ces tableaux peints par Gardidiana, on peut s'attendre aux avantages liés à cette baisse du prix du carburant à la pompe? Oui, les avantages. Avec ces tableaux peints, j'ai précisé par Gardidiana. Oui, je commence par là où il a cité. Il ne faut pas les nier. Il y a des avantages. Mais je vais d'abord rappeler que... Takiza nous a d'ailleurs précédé pour dire qu'on ne sent pas. On dit souvent les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, lors d'une précédente émission ici, on avait dit que cette baisse du prix du carburant à la pompe n'est pas liée seulement à la combinaison de l'appréciation du franc congolais et à la dépréciation du dollar américain, mais aussi du fait que sur le marché international, parce que nous parlons de carburant à la pompe, mais les produits mers, c'est les bruts, les Brent. Les prix du baril sur le marché international aujourd'hui aussi en 64 $, les barils. Ça a baissé légèrement. Ça influe aussi sur les prix du carburant à la pompe. Vous minimisez non, je ne minimise les efforts du gouvernement. Je ne minimise. Reste focus sur l'appréciation monétaire. J'ai lu les prouesses gouvernementales. J'ai lu les... Au niveau de la subvention de l'État. J'ai lu les prouesses gouvernementales. L'État récupère plus de 250 millions. C'est quand même important. Ça lui donne de marge pour pouvoir intervenir et pouvoir avoir une certaine lisibilité sur le marché de carburant. Il y a beaucoup de réformes qui sont arrivées en interne. Il y a des réformes courageuses à applaudir, mises en place. Nous avons assisté à 2 fois la baisse. Toujours et profonde. C'est la 3e. Oui, on avait déjà dépassé la barre des 3000 francs congolais pour les litres. Nous sommes descendus à 2920, si je ne me trompe pas. Et puis aujourd'hui, 2440. C'est à saluer. C'est l'une des réalisations à mettre à l'actif du gouvernement soumis dans 2 si nous étions appelés à parler du bilan des 100 jours. On en parlera dans une parenthèse. Le problème, c'est situé à quel niveau? Le problème, c'est situé à quel niveau? Le gouvernement a décrété la vérité des prix. Mais nous avons certains opérateurs économiques qui ne veulent pas suivre les mouvements. Takiza, là, qui est entrepreneur, a parlé... Pas de manière intégrale, il faut dire aux gens. Non, souvent les opérateurs miniers disent quoi? Nous avons importé des biens à un prix qui était élevé. Maintenant, les dollars s'est déprécié, les francs congolais s'est apprécié. Vous nous demandez de réduire, de baisser les prix. Oui, nous les voulons. Il faut épouser mais laissez-nous épuiser nos stocks de 3 mois. Nous les voulons bien. On leur accorde ça. Mais que direz-vous des opérateurs économiques qui sont dans le secteur des télécoms? Le chef de l'État... Je termine. Aujourd'hui, on ne nous vend plus les unités, les mégas, sous format de petites cartes là qu'on grattait. On pouvait les comprendre, c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est on pompe. On pompe, c'est comme le système Bluetooth, on vous envoie. Qu'est-ce que les télécoms ont comme argument à mettre sur la table devant le ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Moukoko Samba, pour lui dire que nous devons attendre 3 mois pour épuiser nos stocks. Ce n'est pas un marché à terme comme le Mais non, très bien. Alors, non, il faut baisser les prix. Tout le monde doit suivre le mouvement de la vérité des prix. Et il faut un État gendarme. La FEC, la Fédération des entreprises du Congo, doit appeler aussi certains de ses membres à l'ordre.
Très bien. Alors, sinon, nous aurons de l'autre côté certains opérateurs économiques, dont l'État lui-même, qui est dans la légalité, qui applique la vérité des prix. Et puis vous avez de l'autre côté certains qui sont dans l'anarchie, qui sont dans la spéculation, qui ne veulent pas... Très bien. Alors, le chef de l'État, je veux d'ailleurs vous prendre... J'ai pensé vous donner la parole en annonçant avec cette phrase, souhait du chef de l'État, qui lance un appel à tous les opérateurs économiques étrangers de revenir au pays. Et aujourd'hui, Kinshasa, la capitale, doit recevoir de ces gens qui doivent venir de projets ambitieux pour développer la RDC, pour généraliser un peu la question, mais il se pose un problème. Et ce problème, c'est notre quatrième thématique qui parle de l'insalubrité et des embouteillages à Kinshasa, comment y faire face. Est-ce qu'aujourd'hui, la capitale Kinshasa se présente favorable pour recevoir ces investisseurs? Amédée-moi Rabou. Bon, d'abord, ce que je voulais ajouter sur l'absence de baisse des prix des transports à Kinshasa, ne nous voilons pas la face. Tant que le gouvernement n'aura pas ses propres bus pour transporter les Congolais, les privés vont dicter la loi. Et croyez-moi, l'hôtel de ville de Kinshasa, il n'aura pas suffisamment de pouvoir pour imposer même les prix officiels là. On sera toujours, on sera des victimes de ces transporteurs privés. Donc, il faut faire en sorte que l'État congolais puisse acquérir suffisamment de taxes au-delà de 500 pour mettre à la disposition. Très bien, on la referme. Alors voilà. La question. Alors la question sur est-ce que Kinshasa est capable d'acquérir ou bien de recevoir... Dans son état actuel. On va parler de la belle robe ou de la mauvaise robe. Bon, des investisseurs étrangers ou... mais oui. La présentation de la ville actuelle. Non. Il faut savoir son état actuel est un marché pour les hommes. Kinshasa, c'est une mégapole de plus de 20 millions de personnes. Et Kinshasa, c'est le siège des institutions. Kinshasa, c'est parmi les villes les mieux urbanisées du pays. Ici, le taux d'électrification à Kinshasa, c'est autour de 60%. Mais dans certaines villes en province, on est à 10%, 5%, 3% et tout et tout. Dernièrement, je parlais avec un frère qui est en Mbandaka. Mais voilà, donc il y a tout. Kinshasa réunit suffisamment... actuelle, 60%. Oui, il a toujours c'est ça. C'est le monopole sur le oui. Avec Kinshasa, comparativement à toutes les autres, je pourrais même dire à toutes les autres villes, a plus d'atouts d'acquérir des investisseurs étrangers que n'importe quelle province. Donc, sur ce plan-là, oui, Kinshasa peut accueillir les nouveaux investisseurs et il y a tellement de choses à faire ici. Regardez, par exemple, on va parler de... Vous avez parlé de l'insalubrité. Ouais. Est-ce que vous savez qu'on peut créer toute une chaîne de production, de recyclage avec les déchets que nous produisons ici à Kinshasa? C'est un marché qui est encore quasiment vide. C'est quasiment vide. Oh, bon, l'Union européenne disait qu'on produisait combien 9 millions de tonnes chaque jour. C'est énorme. Si on faisait les tri de ces déchets, on les recyclait, on peut faire de pavés, on peut faire... J'ai vu dernièrement... Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le fait... Parce qu'on sent que vous avez déroulé le tapis, on sent qu'il n'y a pas un problème ou une opacité liée au fonctionnement, mais plutôt à la volonté, à vous entendre parler. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, malgré toutes ces pistes de solutions que vous évoquez, notamment la gestion des déchets, on va parler également des embouteillages, mais la ville continue à persister dans ces deux mêmes problèmes. Ça fait des années, ça fait même presque une décennie. Comment le comprendre? Est-ce un manque de politique de gestion ou carrément une mauvaise volonté de la part de dirigeants? Moi, je dirais que pour aller trop au but, c'est qu'on n'a pas encore trouvé des dirigeants qui sont capables de gérer Kinshasa. Ces défis-là. Voilà. Vous savez que Kin Bopeto a été lancé. Toute la liste, le cocktail, le meilleur gouverneur que nous avons connu ici à Kinshasa. Les faits sont là. Vous savez que Kin Bopeto a été lancé en 2020 par le président de la République.
même si le nouveau gouverneur qui est entré en fonction l'année passée a lancé le même programme, mais sous une autre dénomination qui n'est Zobonga. Un jeu de mots. Mais ouais. c'est un jeu de mots, mais ça veut... Et Zobonga il n'arrive pas... Voilà, il n'arrive pas à faire de la salubrité, de la salubrité sa politique principale dans cette capitale. Et mais on sent et on voit quand même le gouverneur, pour ne pas parler du gouvernement provincial, être déployé ici et là. On ne peut pas le nier. Il n'y a rien, quasiment rien qui est fait. En fait, en juillet 2025, donc il y a 3 mois ici, fin juillet, le président de la République avait encore tapé le poing sur la table, comme il a fait encore hier au Conseil des ministres. Et à cette fois-là, il avait donné des instructions pour que, dans une semaine, qu'on lui fasse un rapport détaillé, structuré, pour qu'on arrive à résoudre cette question de salubrité. À cette époque-là, on avait demandé à ce qui est, par exemple, puisque aujourd'hui, l'insalubrité, c'est aussi toutes ces voitures qui jonchent les rues de Kinshasa. On avait pensé, est-ce qu'il fallait créer une entreprise qui peut s'occuper de ça pour transformer ou, voilà, fondre les fers, tous les fers qu'il y a. C'était une des mesures. Une autre mesure, c'était à tous les niveaux de responsabilité au niveau provincial, que ce soit du bourgmestre au chef de l'avenue, en passant par le chef des quartiers et tout, il fallait responsabiliser chacun à son niveau pour faire la police de la propriété à travers la ville. Cette mesure n'a jamais eu. Il fallait aussi doter la ville des moyens suffisamment pour collecter et gérer les déchets. Mais ça, il y a 3 mois. Rien n'a été fait. Ce qui fait que hier encore, le président est revenu sur la même problématique en disant que cette fois-ci, il va sanctionner. Bon, visiblement, les autorités qui sont à la tête doivent de Kinshasa exactement mettre la main à la pâte pour que cette question d'insalubrité, des embouteillages, prenne fin à Kinshasa. Cher Guy, une ville, c'est aussi des revenus. Beaucoup même. Vous comprenez? Donc, logiquement, quand vous regardez la photographie actuelle de la ville de Kinshasa, on n'a pas assez d'actifs. On a beaucoup des inactifs. D'argent pour la capitale, non, les recettes. Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez, il ne faut pas dissocier la vie des Kinois et Kinoises avec ce qu'on appelle l'attractivité économique des uns et des autres. 99% des gens qui sont dans cette ville n'ont pas un mouvement salarial solvable. Le débrouillandisme est le premier occupant de la ville. Ici, dans cette ville. Quand mon frère parle, tout à l'heure, que laisser au privé, Facebook c'est privé, mais ça fait la fierté des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, vous parlez des embouteillages ou de l'insalubrité, c'est des secteurs d'activité économique. Il faut maintenant que la ville puisse avoir une vision dans ces 2 secteurs. Donc vous allez parler permettre que cette ville... Mais oui, mais il faut que les gens travaillent dans la ville. Il ne faut pas que les gens soient dans le débrouillandisme. Le mouvement de déplacement dans la ville de Kinshasa, c'est de l'informel. Est-ce qu'on peut compter sur l'informel? Il faut réguler. Il y a combien d'entreprises de transport dans la ville de Kinshasa? Prenons le cas des déplacements. C'est plus l'informel. Il y a combien d'entreprises de ramassage de poubelles? Ce sont des privés. Ces privés-là, ils sont dans l'informel, ils ne sont pas dans la formalité des choses. Ils ont des contrats avec ça veut dire que logiquement, aujourd'hui, si nous voulons réguler ces problématiques, il faut avoir des entreprises capables à accompagner les Kinois et Kinoises. Au lieu que ça reste uniquement le panaché étatique dans la ville de Kinshasa. Parce que le président, tout seul, sans avoir des acteurs économiques sectoriels, le président ne va pas avoir des résultats. Le président, au lieu qu'à chaque fois d'appeler le ministre ou le gouverneur, le président doit demander à ses ministres et le gouverneur, présentez-nous les entrepreneurs du secteur dans la ville. Parce qu'il n'y en a pas. Ou c'est eux-mêmes qui font l'ombre des entrepreneurs. Ils s'octroient des marchés. Oui. Oui, ça va commencer aujourd'hui. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Alors, sur le président, oui, mais parce qu'il voit un peu la facilité des billets. Mais Gardidiana, attendez, Gardidiana, nous avons quand même vu une certaine période, une certaine année dans cette ville,
quelques signaux. Kinshasa scintillait avec Matata Pogno. Comment ça s'est passé? Quelle a été la stratégie Matata que l'on ne peut pas remettre en œuvre? Je sais que quand vous parlez Kinshasa scintillait, vous parlez de l'assainissement. Il faut reconnaître que Matata avait trouvé un moyen d'organiser, je ne sais pas, de zones. Généralement, j'ai vu beaucoup de ONG, ce qui était des ASBL et autres, qui prenaient en charge l'assainissement de C'est l'une des pistes de solution. Y compris des églises. Est-ce une piste de solution au problème qui se pose? À moitié. Parce que, regardez, une ville comme Kinshasa, en termes d'assainissement, ne peut pas manquer à un centre d'enfouissement des déchets. Impossible. On fait encore mieux. Ici, il suffit d'avoir un centre de traitement des déchets. Je reviens sur ce qu'Amédée a dit. C'est d'ailleurs l'idée. Je me rappelle une fois lors d'une réunion, le gouverneur a sorti l'idée. Mais comment vous allez arriver au niveau d'un centre de traitement des déchets si la collecte des déchets est un problème? C'est là où je vous dis que la situation de Kinshasa est un marché. C'est vrai, on peut dire aujourd'hui qu'un privé peut arriver, il décide de dire, écoute, moi je veux gérer le secteur de la collecte de déchets à Kinshasa, mais croyez-moi, il aura pour premier obstacle le gouvernement provincial. Oui, mais parce que c'est un secteur qui leur apporte de ressources. Oui, mais qu'est-ce que permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Ils sont pleins, c'est là où il y a la difficulté. Regardez, une ville qui a bénéficié du projet Parou, une année seulement après le départ du projet, on est retourné dans un état catastrophique. Pourtant, il existe de lignes, il existe de services qui bénéficient de subventions de l'État pour pouvoir gérer cet état-là. Je rentre dans la logique de Mathieu pour dire l'approche institutionnelle a montré ses limites. Mais le problème, c'est que l'approche institutionnelle est une manne pour les autorités. Ils ne voudront pas se sevrer de leurs ressources parce qu'il ne faut pas oublier, dans ces secteurs, il y a même des partenaires techniques et financiers qui donnent de l'argent régulièrement. Des subventions venant ailleurs. Pour ça. La question, c'est, je rentre dans votre question. Oui, il y a un problème de volonté. Il y a un problème de volonté parce que Guy Chungu, gérer la collecte des déchets à Kinshasa est la moindre de choses qu'on puisse faire. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une manne pour certains. Dans l'informel, on a des gens aujourd'hui qui viennent là régulièrement chez vous pour 500 francs congolais. Il suffit de leur doter d'engins et d'organiser ces services avec un système de paiement cohérent, avec un système de ramassage bien défini par exemple. Vous donnez aux parcelles des bacs où ces derniers reviennent par exemple 2-3 fois la semaine pour collecter. Et la ville saura également établir un programme. On dit qu'il y a un centre d'enfouissement, par exemple, pour la commune de Lingwala. À la fin, on vient prendre le tour à Maluku, là où ils ont voulu créer un centre de traitement. Pour ça, crois-moi, avec de la volonté, avec le peu de ressources. C'est vrai, je suis d'accord avec Mathieu, que Kinshasa a un problème de ressources. Kinshasa ne peut pas être une ville avec le souci d'expansion, alors que vous savez ce que représente l'impôt foncier à Kinshasa. Pourtant, ça devrait être une manne pour une ville en plein boom immobilier. Donc, en gros, il y a des problèmes de ressources, oui, mais avec le peu de ressources que Kinshasa a, on peut faire mieux en termes de gestion de déchets. Mais sur la question de gestion des inondations aujourd'hui, Guy Chungu, c'est un problème structurel. Les voies d'accès d'eau, ça corrobore. Les zones de captage. Le manque de gestion des déchets. Vous ne pouvez pas, une ville comme Kinshasa peut manquer des zones de captage d'eau. C'est inconcevable. Et pourtant, on construit sur les lits nécessairement qui sont de zones de voies d'accès. C'est l'État qui, vous venez de le dire, c'est l'État qui lotisse, c'est l'État qui octroie, qui autorise. Dans les années 80, cette ville a eu des opérateurs privés des ramassages. André Motors, ça faisait quoi dans la ville de Kinshasa? C'était une entreprise. Donc je disais qui s'occupait ici, dans ce contexte ici, Kinshasa doit commencer. On n'arrive plus à faire le problème urbanistique est devenu un contexte qui favorise également l'incapacité de gérer les inondations et surtout la question de la salubrité de la ville. Comment vous expliquez que le boulevard, ici, vous savez, entre l'immeuble intelligent et le saut de mouton de 24, en cas de pluie, ça se remplit. Pourtant, à quelques mètres, arpente le fleuve Congo, où l'eau n'a pas débordé. Les caniveaux, bon, vous allez me dire que les canalisations sont bouchées, vous allez me dire que ça, c'est un problème d'argent. Et même des canalisations, je fais une révélation. Vous savez que les canalisations qui sont sur le boulevard ne débouchent nulle part. Vous savez, ça s'arrête où? Dès que vous arrivez à... Ils longent tous vers Sosimat. Dès que vous arrivez à Sosimat ici, ça s'arrête là. Donc, pour vous, Gardi Diana, les autorités de la ville se confortent dans cette situation, problème, pour tirer des dividendes. Ils vont souvent aux conséquences et de manière cosmétique, sans aller aux vraies questions, aux causes profondes de Kinshasa.
C'est ça la difficulté. Quelles sont les structures? Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ce que faisaient les autres aux années 80, puisqu'ils ne sont plus là. Maintenant qu'ils sont partis... Et puis, ils n'avaient pas la même démographie qu'aujourd'hui. L'autoprise en charge, maintenant qu'ils sont partis, on parle de l'autoprise en charge. 40 ans, Quelles sont les 45 ans après. Bon, quelles sont les structures qui doivent entrer en musique? Moi, je pour vais une analyser efficacité, les problèmes plus autrement. d'efficacité. On a parlé ici que Kinshasa, au jour d'aujourd'hui, a plus ou moins 20 millions d'âmes. C'est un problème. Un atout pour la ville, c'est aussi un problème. Un atout du fait Habité que aussi à moins de 20%. c'est un grand marché, de consommation pour un opérateur économique qui veut investir dans les secteurs brassicoles, boissons gazeuses, de l'eau minéralisée. C'est un atout. Transport en commun, c'est un atout. Mais c'est un désavantage du fait que vous avez 20 millions de Quinoises et Quinois qui ne pratiquent pas d'éco-gestes. C'est-à-dire, Amélie Maïna Moulangi, à Silisi, à Tali na fenêtre, pas à Boaki na boulevard. Ça, c'est un danger. Ça ne dénote pas de la Et en toute responsabilité de impunité. Si, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Qui doit mobiliser. Est-ce qu'il y a des problèmes sur la route? Et puis, nous n'appliquons pas dans cette ville, avec tous les gouverneurs qu'on a eu, même jusqu'au dernier, on n'applique pas les principes pollueur-payeur. Vous polluez, vous payez. Les poubelles sont où? Non, pas de poubelles. L'été, les poubelles. J'arrive, ne m'amenez pas sur le terrain de la polémique. Non, C'est pas la polémique, c'est un fait réel. C'est un fait réel. La démographie de Kinshasa, je vous dis, c'est un avantage pour les investisseurs, c'est aussi un désavantage pour les pouvoirs publics en matière de gestion de la ville. Si Kinshasa n'était plus une ville attractive, on n'allait pas avoir les booms immobiliers que nous avons aujourd'hui. Si Kinshasa n'était pas une ville attractive, les producteurs de boissons gazeuses, de bières, de sucrés, de l'eau minéralisée n'allaient pas continuer à créer d'autres unités de production. Très bien. Alors, je reviens aussi. Rapidement, on n'a plus de temps. Je vais conclure en disant que les immondices que nous avons dans la capitale, les inondations que nous avons dans la capitale, les embouteillages, j'ajoute aussi la démographie, le tout ensemble, je pense, c'est une manne financière. Sous d'autres cieux, en ce qui concerne par exemple les embouteillages, les contraventions routières, les violations du code de la route font entrer des milliards de dollars dans les trésors publics. Donc je pense que le gouverneur qui nous suit, il va appliquer notre idée, mais nous lui disons sous d'autres cieux, les idées se vendent. J'ai dit aussi ceci. Dans cette ville, ici, nous avons une usine de Laissez-moi vous interrompre un tout petit peu. S'il vous plaît. Je vous dis, laissez-moi vous interrompre un tout petit peu. Dans cette ville, vous parlez de l'état gendarme, avec notamment la rigueur qui doit s'imposer. Bon, nous avons vu ici cet État prendre des mesures et par la suite, il a voulu même parce que la population a crié haut et fort, on se rebiffe. L'État gendarme commence à la porte du citoyen. Il y a des instructions qui ont été retirées simplement parce que la population se plaint. Comment parler d'un État gendarme du moment où les propres mesures de l'État constituent un problème quand c'est rejeté par la population? Nous devons ressusciter les brigades d'assainissement, les chefs de rue, l'État gendarme commence au niveau de ça existe, le problème n'est pas ça. C'est inopérationnel. C'est inopérationnel. Acceptons d'aller dans les partenariats privés. Permettons aux privés de construire des routes et que chacun paye le péage sur l'usage de la route. On résoudra ces problèmes. Très bien. Oui, je termine on n'a pas besoin d'aller à l'État gendarme. Réaliser aussi ce secteur de l'assainissement pour permettre aux nouveaux investisseurs d'y entrer. Et aux opérateurs économiques qui sont déjà présents, il faut les permettre de respirer. Trop de taxes. La commune, ça commence au niveau des communes. Et puis, il y a la redondance des taxes. Comment un opérateur qui ramasse les bouteilles mais les guichets uniques va se retrouver les guichets uniques réforme pourra penser à ça. On aura le temps d'en parler. Avant de prendre la caricature, parce qu'on ne peut pas finir cette émission sans la caricature, la régie, j'implore à votre indulgence. Quelques minutes, Amédée Ouarabou, votre lettre ouverte. Les gens se disent, c'était quand même trop
prétentieux et audacieux pour vous d'écrire une lettre ouverte au président de la République. Quelle a été votre motivation? Est-ce un ras-le-bol? Est-ce une façon de vous faire connaître aux yeux du président de la République? Est-ce une façon de rechercher le lucre derrière la démarche? Non, pas du tout, Guichon. On vous accorde quelques minutes. Oui, vous savez, je suis journaliste depuis 2002. Donc, ça fait 23 ans que je pratique ce métier et donc j'observe. J'ai observé plusieurs gouvernements qui sont passés dans ce pays. Donc, je peux me permettre quand même de porter un certain jugement et faire des réflexions au président de la République. En fait, ici, il s'agit juste de contribuer à, je dirais même, à un dialogue, à un débat public. C'était quoi votre motivation? La seule motivation, c'est que ça ne marche pas. Et pourtant, ça devrait marcher. Donc, on peut changer de cap, mais pas seulement un simple changement de cap. La RDC a besoin de réunir un ensemble d'objectifs, des fondamentaux sur lesquels devait reposer l'action publique. Vous êtes penché sur quel secteur? Quand vous dites que ça ne marche pas, c'est quand même global. Qu'est-ce qui ne marchait pas pour vous au point d'écrire une lettre ouverte? À la base de cette lettre, il y a mon article que j'ai publié début octobre qui parlait des 10 projets à réaliser pour sauver le mandat du président de la République. Et là, en fait, c'était juste un échantillon d'actions à poser sur base desquelles on pouvait, le public, la population congolaise peut ressentir l'action publique. Regardez par exemple, quand je dis il faut construire 1 million de logements sociaux. Vous savez que les logements, ce n'est pas seulement une infrastructure. Les logements, derrière ça, il y a toute une dignité d'une famille, d'un père de famille. Imaginez-vous tout simplement, rêvons un peu. On construit 1 million de logements et qu'on distribue à travers notamment les enseignants, le magistrat, le médecin en province, et qu'un enseignant qui touche... Les journalistes aussi. Les journalistes, pourquoi pas. Un enseignant qui touche 400 000 francs et on lui dit, bon, la maison là, vous payez 80 000 francs par mois. Regardez ce que ça aura comme impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Le mandat, le deuxième quinquennat du président de la République a comme objectif ultime améliorer les conditions de vie des populations. Et juste en accordant un logement décent à une famille, on répond au moins à 4 des 6 objectifs de ce deuxième quinquennat. 1, on va créer énormément d'emplois, beaucoup d'emplois. 2, on va permettre aux familles d'accéder aux services publics parce que c'est un logement décent où il y a l'électricité, il y a de l'eau. 3, ça va augmenter le pouvoir d'achat de cette population-là parce que ça sera des logements à moindre coût. C'est-à-dire que où l'enseignant, les magistrats et tout pourra accéder à un moindre prix. Pas seulement accéder comme logement, comme loyer, mais aussi acquérir. Imaginez, on vous dit, prenez cette maison, vous allez payer 50 millions de francs congolais en 20 ans. C'est ce qui s'est fait partout ailleurs, même ici en Afrique. Okay. Donc, c'est autant d'actions, créer 1 million de logements, enrôler 1 million de Congolais dans les services nationaux. Je ne peux pas comprendre que dans notre pays, 28 millions de Congolais sont livrés à l'insécurité alimentaire. Le service national n'a que 5 000 bâtisseurs. Si on faisait un service national avec 1 million de Congolais, c'est autant de bras qui vont travailler pour produire aux Congolais ce qu'ils consomment. Très bien. Alors, on va revenir prochainement. On a déjà la caricature derrière. Nous allons organiser. Je préfère l'annoncer. Indulgence. Je préfère l'annoncer officiellement. Nous aurons Amédée Moirabou face aux journalistes. Il va devoir expliquer cette lettre ouverte. Il vous donnera l'occasion de commenter largement le contenu de cette lettre. Ça n'a rien à voir avec la lettre. Alors, prenez la caricature et vous allez inclure en même temps votre commentaire. Prenez la caricature d'abord. En fait, ça serait du raccordement frauduleux. Vous devez mouiller le maillot pour nous, obtenir au moins... Il y a la DGI, il y a la DGRAD, encore une fois de plus, la question. Puis la DGDA, il y a le coach Doudou Fouamba qui est là. L'épineux problème de la mobilisation de recettes, vous vous souviendrez que pour l'exercice 2026, la loi de finances est projetée jusqu'à 20 milliards. Donc le souci aujourd'hui, c'est de pouvoir bouger les lignes au niveau de régie de mobilisation, leur permettre
d'atteindre les assignations au regard des exigences, surtout cette question de la guerre de l'Est qui nous prend beaucoup trop de temps. Dans les 2 secondes, ce que je voulais dire, c'est que je voulais interpeller le ministre des Droits humains de ne pas laisser généralement les initiatives privées prendre le devant sur lui. Et un conseil au chef de l'État, s'il veut changer, je crois qu'il y a quelqu'un qui mériterait les droits humains, parce qu'il a conscience de ce qui se passe. Lors de l'évasion, de la tentative d'évasion du 1er septembre, la plupart des femmes, les femmes détenues, une 50aine, ont été violées par plusieurs personnes. Jusqu'à preuve aujourd'hui, personne n'a bénéficié de soins. Il y a la première dame qui a commencé une démarche. Exactement. C'est là où le problème. Jusqu'à ce que la distinguée première dame, la distinguée première dame prenne l'initiative aujourd'hui et interpelle les institutions et décide de pouvoir aller dans l'idée d'aller trouver comment prendre en charge ces femmes-là. Mais la question, entre ces délais-là, est-ce que vous vous rendez compte de l'état de santé de la plupart de ces femmes? Être détenu ne veut pas dire manquer tout ce droit. Et je crois qu'encore une fois de plus, on saluera le geste de la très distinguée première dame, qui encore une fois de plus, un peu comme Excellence, pense à la place de l'État. Mais pour moi, le ministre des Droits humains, c'est quelqu'un d'interpellé. Je crois que Samuel Tanda, s'il nous suivra, les droits humains, ce n'est pas aller pondre des rapports au niveau de commission, au niveau international. Le droit humain prend en compte l'ensemble de secteurs. Transversal. Et transversal aujourd'hui. Et je crois que c'est celui qui devrait avoir le plus de travail dans le Merci beaucoup, Gardy Diana. On a compris qu'il fallait glisser cette pique parce que on ne sait pas comment le dire, et c'était quand même important de l'entendre de vous. Je pense que le prochain numéro, on pourra revenir avec plus de détails sur ces détails, c'est très important. Mesdames et messieurs, on a fini cette émission. Si le commentaire, on pourra prendre que celui-là, la suite sur le prochain numéro avec le même plaisir. Allez, vivez, revivez 100 ans. Au revoir et à très vite.